Jacques Dutronc, monument de la musique française, a envoûté un pays entier avec sa voix rocailleuse, son humour acerbe et son allure de rebelle insaisissable. Ses chansons, ses lunettes noires emblématiques, son cigare vissé aux lèvres et son sourire en coin ont marqué des générations, faisant de lui une icône qui transcendait les modes. Mais aujourd'hui, à plus de 80 ans, la légende s'est retirée dans un silence poignant, loin des scènes qu'il a autrefois électrisées. Ses mains, ravagées par l'arthrite, ne peuvent plus danser sur les cordes de sa guitare. À Paris, Françoise Hardy, l'amour de sa vie, s'éteint lentement, son corps affaibli par un cancer qui rend chaque jour plus douloureux que le précédent. Comment cet homme, qui se moquait jadis du conformisme avec une nonchalance provocatrice, en est-il arrivé à une solitude si profonde? Son histoire est celle d'une vie tissée de douleur, de créativité brute, d'amour complexe et d'une rébellion qui n'a jamais plié face aux conventions. C'est l'histoire d'un artiste qui a transformé ses blessures en chansons, ses silences en poésie, et ses contradictions en légende. Né le 28 avril 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, Jacques Dutronc grandit dans un Paris meurtri par l'occupation allemande. Le 9e arrondissement, où il passe son enfance aux 67 rue de Provence, est un microcosme de contraste. Des immeubles encore marqués par les stigmates de la guerre côtoient les prémices d'une renaissance culturelle. Son père, Pierre Dutronc, est un ingénieur respecté au charbonnage de France, un poste prestigieux dans une France en reconstruction. Mais sa véritable passion est la musique. Pianiste autodidacte, Pierre remplit l'appartement familial de mélodies, jouant du Beethoven avec une ferveur presque religieuse ou improvisant des airs jazzy qui captivent le jeune Jacques. Sa mère, Madeleine, partage cette sensibilité artistique, et leur foyer devient un refuge d'idées, de conversations animées et de créativité. Les soirées chez les Dutronc résonnent de disques de Bach, de discussions sur la littérature et de récits des années sombres, instillant chez Jacques une curiosité intellectuelle précoce. Dès l'âge de 5 ans, ses parents l'inscrivent à des cours de piano, puis de violon, espérant voir naître un musicien classique. Mais Jacques, rêveur et rétif à l'autorité, résiste à ses ambitions. Il préfère griffonner des dessins dans ses cahiers, s'immerger dans les films de Jean Renoir ou de Marcel Carné projetés dans les cinémas de Pigalle, ou flâner dans les rues d'un Paris qui se relève lentement, entre les ruines de l'occupation et l'effervescence d'une jeunesse avide de liberté. Son adolescence est marquée par une liberté bohème, mais à 16 ans, tout s'effondre. Jacques contracte la maladie de Bouillot, un rhumatisme articulaire aigu déclenché par une infection streptococcique mal soignée. Dans les années 1950, les traitements sont limités. Les antibiotiques sont encore rares et la pénicilline, bien que découverte, n'est pas toujours accessible. La maladie attaque ses articulations avec une violence implacable, provoquant des inflammations si intenses qu'il peut à peine bouger. Retiré de l'école, il est confiné dans l'appartement familial, sa chambre devenant une cellule où la douleur physique se mêle à un profond sentiment d'isolement. À une époque où ses camarades découvrent les joies de l'adolescence ou les premiers baisers dans les cafés, les virées en Vespa, l'arrivée du rock'n'roll avec ses rythmes endiablés, Jacques est cloué au lit, son univers réduit au grésillement d'un vieux poste de radio. Cette épreuve, qui aurait pu le briser, devient le creuset de sa vocation. Un après-midi, poussé par l'ennui et un désir viscéral de s'échapper, il attrape une guitare abandonnée par son frère aîné. L'instrument, poussiéreux et désaccordé, est un défi. Ses doigts, raidis par la maladie, peinent à former les accords, mais il persévère. En autodidacte, il imite les riffs qu'il entend à la radio, les envolées d'Elvis Presley, les grooves de Chuck Berry, les premières chansons de Johnny Hallyday. Chaque note arrachée à la douleur est une victoire, chaque mélodie un acte de rébellion contre l'immobilité. La musique devient son refuge, un espace où il peut défier son corps et le monde extérieur, désormais hors de portée. Lorsqu'il retrouve enfin la mobilité après près d'un an de convalescence, Jacques n'est plus le même. La maladie, loin de l'anéantir, a redessiné son destin. Sans cette année de souffrance, il aurait peut-être poursuivi ses rêves de dessin ou de cinéma, errant dans les rues de Paris avec un carnet ou un appareil photo. Mais la guitare lui donne un langage, une voix, une identité. Cette douleur juvénile devient la trame émotionnelle de son œuvre, une ombre discrète qui se glisse dans la mélancolie de Le Petit Jardin, où il évoque un coin de verdure perdu dans l'urbanisation galopante, ou dans la poésie contemplative d'Il est 5 heures, Paris s'éveille, qui capture l'âme d'une ville encore endormie. Même ses chansons les plus ironiques, comme J'aime les filles, portent la trace d'un regard désabusé, celui d'un homme qui a appris à observer le monde depuis une chambre close. Les années 1960 propulsent Jacques Dutronc dans une France en pleine révolution culturelle. Le rock'n'roll, importé des États-Unis, embrase la jeunesse,
et Paris devient le théâtre d'une explosion musicale et sociale. Les Yéyés, ces jeunes chanteurs influencés par les Beatles et les Rolling Stones, redéfinissent la pop française. Jacques, désormais guéri, plonge dans cette effervescence. Il devient un habitué du Golf Drouot, une boîte de nuit enfumée du 9e arrondissement, surnommée le « temple du rock français ». Ce lieu mythique où les amplis crachent des décibels et où les jeunes se pressent pour danser, est un creuset de talent. Jacques y croise Johnny Hallyday, dont la fougue scénique électrise les foules, Eddie Mitchell, avec son charisme de crooner, et Lon Chris, parolier et figure de l'underground. Ces rencontres ne sont pas de simples anecdotes, elles forgent son ambition et son style. En 1961, à seulement 18 ans, il rejoint El Toro et les Cyclones, un groupe de rock signé chez Vogue, une maison de disques qui domine la scène yéyé. Leurs 45 tours, bien que modestes, ne rencontrent pas un grand succès, mais ils offrent à Jacques un premier aperçu du monde de l'enregistrement et des scènes. Il apprend les rouages de l'industrie, des sessions en studio aux tournées improvisées dans des salles bondées. Chez Vogue, il travaille dans l'ombre comme assistant artistique, observant les mécanismes de la célébrité tout en restant à distance. C'est là qu'il compose Le temps de l'amour pour Françoise Hardy, une ballade douce amère qui devient un classique du yéyé. À l'époque, peu savent que Dutronc est derrière ce succès, mais son talent commence à attirer l'attention. En 1966, sa carrière prend un tournant décisif. Vogue, cherchant à rivaliser avec la popularité croissante d'Antoine, une star yéyé connue pour son style bohème, demande à Jacques Lanzmann, parolier incisif, et à Dutronc de créer une chanson satirique. Le résultat est « Et moi, et moi, et moi », un titre mordant qui se moque de l'égocentrisme bourgeois avec des paroles comme « 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi ». La chanson, à la fois drôle et cynique, devient un succès fulgurant, se vendant à plus de 100 000 exemplaires et propulsant Jacques au rang de star nationale. Ce triomphe marque le début d'une série de tubes qui définissent son style unique. Les cactus, une métaphore piquante sur les hypocrisies de la société moderne, compare les relations humaines à des plantes épineuses. Les Playboys raillent la vanité masculine avec une ironie mordante. J'aime les filles, une ode espiègle aux femmes, flirte avec la provocation tout en restant irrésistiblement charmante. En 1968, Il est 5 heures, Paris s'éveille, coécrite avec Lanzmann, devient son chef-d'œuvre. Cette fresque poétique capture le réveil de la capitale, des balayeurs aux amants, dans une mosaïque de sons et d'images. La flûte délicate, les paroles contemplatives et la voix nonchalante de Dutronc en font un hymne intemporel, adopté par des générations de Français comme une ode à leur ville. Mais Jacques Dutronc, c'est bien plus qu'un chanteur. C'est une attitude, un paradoxe vivant. Sur scène, il cultive une nonchalance qui frôle l'insolence, comme s'il se moquait de l'idée même de performance. En interview, il désarme les journalistes avec des réponses laconiques, un cigare à la main, ses lunettes noires masquant un regard malicieux. Un épisode célèbre illustre son irrévérence. Lors d'une émission télévisée en direct à la fin des années 1960, il interprète « J'aime les filles entourées de danseuses ». Agacé par leur chorégraphie qu'il juge artificielle, il mime un coup de pied pour en chasser une à la fin de la chanson. Le geste, censé être humoristique, scandalise les producteurs et lui vaut 3 mois d'interdiction à la télévision. Ça m'arrangeait, je n'avais pas envie de faire la promo, lâche-t-il plus tard avec un sourire narquois. Cette anecdote résume son rapport au show-business, il est une star malgré lui, un rebelle qui refuse les règles du jeu. À une époque où les vedettes sont soigneusement polies par leur maison de disques, Dutronc est rugueux, imprévisible, et c'est précisément ce qui fait son aura. À la fin des années 1960, il enchaîne les disques d'or, remplit les salles de concert à travers la France, et gagne, presque à contre-cœur, le respect des milieux culturels et politiques. En 1969, dans un moment surréaliste, le Premier ministre Georges Pompidou cite les cactus à l'Assemblée nationale pour illustrer un point politique, un clin d'œil qui ancre Dutronc non seulement dans la musique populaire, mais dans l'imaginaire collectif français. L'amour est un autre fil conducteur de sa vie, mais chez Dutronc, il est rarement romantique au sens classique. 2 femmes ont marqué son existence, Françoise Hardy et Sylvie Duval. Avec Françoise, tout commence dans les années 1960 chez Vogue. Elle est déjà une icône avec Tous les garçons et les filles, une chanson qui capture la mélancolie d'une génération. Lui, encore dans l'ombre, compose et observe. Leur relation naît lentement, portée par une complicité artistique et une méfiance partagée envers la célébrité. Tous deux réservés, presque distants, ils forment un couple atypique, loin des passions flamboyantes des magazines. Ils s'installent ensemble, collaborent musicalement. Jacques compose plusieurs titres pour Françoise et accueille leur fils, Thomas, en 1973.
Leur mariage, en 1981, est un acte de défi. Un article de Paris Match critique leur vie, dans le péché. Piqués au vif, ils s'envolent pour la Corse pour une cérémonie discrète. J'étais rebelle à tout, même à la rébellion, plaisantera Jacques des années plus tard. Malgré leur séparation en 1990, leur lien reste indéfectible. Françoise, marquée par une enfance difficile et farouchement indépendante, n'a jamais voulu divorcer. En 2023, alors que le cancer la fragilise, elle déclare avec une douceur limpide « Jacques est l'homme de ma vie ». Cette phrase, prononcée au crépuscule de sa vie, révèle la profondeur d'un amour qui transcende les conventions. À la fin des années 1990, Jacques rencontre Sylvie Duval sur le tournage de Place Vendôme. Maquilleuse de cinéma, elle est l'antithèse de la célébrité, calme, discrète, absente des radars médiatiques. Pourtant, elle devient essentielle. Elle cuisine, répare, organise et, avec l'âge, prend soin de Jacques, dont l'arthrite rend le quotidien difficile. Sylvie accepte la présence de Françoise dans l'ombre de leur relation, s'inscrivant dans un chapitre plus stable mais tout aussi profond de la vie de Jacques. Elle n'a jamais cherché à effacer l'icône, se contentant d'être une force silencieuse à ses côtés. Ces deux femmes, l'une muse publique, l'autre pilier discret, donnent à la vie de Dutronc une richesse contradictoire, entre passion tumultueuse et stabilité quotidienne. Dans les années 1990, Jacques ralentit sa carrière musicale pour se tourner vers le cinéma, un domaine qui l'a toujours fasciné. Il avait déjà tenu des rôles mineurs dans les années 1970, notamment dans Antoine et Sébastien ou Le Bon et les Méchants de Claude Lelouch, mais c'est en 1991 qu'il marque les esprits avec Van Gogh, réalisé par Maurice Pialat. Dans ce film, il incarne le peintre tourmenté dans ses derniers mois, loin des clichés de l'oreille coupée ou des tournesols flamboyants. Son interprétation, silencieuse et introspective, est d'une intensité rare. Il ne joue pas Van Gogh, il l'habite, capturant l'érosion mentale et la solitude d'un artiste incompris. Les critiques sont unanimes, Dutronc disparaît dans le personnage, écrit un journaliste. Ce rôle lui vaut un César du meilleur acteur, une consécration inattendue pour celui qui n'a jamais cherché la gloire. Mais un projet plus personnel le hante, Pinzouti, un scénario qu'il écrit sur l'exil et l'identité, inspiré par sa vie en Corse, où il s'est installé dans les années 1980. Le film, qui explore la tension entre appartenance et isolement, est taillé sur mesure pour son âme de marginal. Il passe des années à peaufiner le script, à chercher des lieux de tournage, à rêver chaque scène. Pourtant, faute de financement et d'intérêt des producteurs, le projet s'éteint. Jacques, fidèle à son caractère, refuse de s'abaisser à quémander. Pinzouti devient une ombre dans sa carrière, un rêve inachevé qui hante ses tiroirs à Monticello. Il continue néanmoins à jouer, croisant des légendes comme Isabelle Huppert dans Merci pour le chocolat, Catherine Deneuve dans Place Vendôme, ou Romy Schneider dans L'important, c'est d'aimer, où une brève liaison ajoute une note romanesque à sa vie. Van Gogh reste son sommet, mais Pinzouti est sa phrase inachevée, un symbole de son refus de se plier aux exigences de l'industrie. Sa relation avec son fils, Thomas, est un autre PN complexe de sa vie. Musicien talentueux, Thomas hérite de l'humour caustique et des contradictions de son père. Dans des interviews récentes, il évoque les failles de Jacques, son attachement indéfectible au cigare, qu'il n'a jamais abandonné, et son rapport à l'alcool, qu'il a tenté de limiter sans jamais y renoncer complètement. Il ne s'arrête pas à un verre, il vide la bouteille, puis la boîte, confie Thomas avec une tendresse mêlée d'exaspération. Pourtant, l'admiration est palpable. Lors de leur dernière tournée ensemble en 2022, Jacques, malgré ses mains douloureuses, grimpe sur scène avec une énergie fragile mais intacte. Il chante, sourit, défie son corps. En novembre 2023, il publie ses mémoires « Et moi, et moi, et moi », un titre qui fait écho à son premier tube. Dans ce livre, il se livre comme rarement, évoquant la douleur d'avoir vu son père mourir dans ses bras en 2004. Il raconte un adieu poétique et tragique, une photo prise d'un bateau transportant le cercueil de son père, qui, à son développement, s'était volatilisé, comme si le bateau s'était évaporé dans un dernier tour de magie. Cette image, à la fois douce et déchirante, résume l'étrange mélange de mystère et de mélancolie qui définit Jacques Dutronc. Aujourd'hui, Jacques vit reclus dans les hauteurs de Monticello, en Corse, entouré d'un silence qu'il a choisi. L'arthrite a paralysé ses mains, rendant la guitare presque inaccessible. Sa voix, autrefois si mordante, s'est tue. Son dernier concert, en décembre 2022, fut un adieu poignant à la scène, un moment où il a offert une dernière fois son sourire en coin au public. À Paris, Françoise Hardy lutte contre un cancer qui rend ses nuits plus douloureuses que ses jours.
Elle ne peut presque plus manger, parler lui est une épreuve, mais son esprit reste lucide, porté par un amour indéfectible pour Jacques et leur fils. Thomas, témoin du déclin de ses parents, porte leur héritage avec une tendresse mêlée de chagrin. Il parle de la voix de son père, resté jeune malgré les années, comme un écho de l'énergie qui a fait vibrer des générations. Le silence qui enveloppe Jacques Dutronc n'est pas seulement celui de la maladie ou de l'âge. Il est celui d'une vie vécue à contre-courant, d'un homme qui a transformé la douleur en art, la rébellion en poésie, et les amours imparfaits en profondeur. Son œuvre, de Les Cactus à Il est 5 heures, Paris s'éveille, reste un miroir de la France des années 1960, une époque de bouleversement et de rêve. Son jeu dans Van Gogh a révélé une facette inattendue de son talent, tandis que Pinzouti, bien qu'inachevé, témoigne de son besoin de raconter des histoires à sa manière. Jacques Dutronc n'a jamais cherché à être une star, et c'est peut-être pour cela qu'il en est devenu une. Son histoire, tissée d'ombre et de lumière, résonne comme une chanson qu'on n'oublie pas, un refrain qui continue de hanter ceux qui l'ont écouté. Que retenez-vous de l'héritage de Jacques Dutronc? Partagez vos souvenirs en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires.